Sur un système simple redondant, tu as déjà 3 pompes à essence. Une mécanique, une électrique basse pression et une électrique haute pression. Donc là, tu es en montée initiale. Pompe à essence, elle pète. Elle est derrière en backup instantanément. Tu n'as pas d'arrêt moteur. Ça, personne ne sait le faire au monde. Eh bien, bonjour et puis bienvenue sur l'aérodrome de Bourg-en-Bresse, l'aérodrome qui s'appelle Terre des Hommes. Pourquoi Terre des Hommes? Parce qu'on est à quelques kilomètres seulement d'Ambérieu en Bugey, là où tout a commencé pour Antoine de Saint-Exupéry, son baptême de l'air, c'était à Ambérieu. Donc là, on est à Bourg-en-Bresse et à Bourg-en-Bresse, on est venu ici parce qu'il y a des sorciers derrière, dans le hangar où nous allons rentrer et nous allons passer un moment avec vous là pendant toute cette émission, ce nouvel épisode de Jump Seat. Nous allons rencontrer des sorciers qui sont en train d'optimiser des moteurs Rotax et vous allez voir, c'est assez spectaculaire ce qu'ils sont arrivés à faire au cours de 3 ou 4 dernières années et on va en parler donc avec aujourd'hui Jean-Baptiste Belli. Bonjour. Bon, Jean-Baptiste Belli, d'assez connu dans le milieu de l'ULM parce qu'il a un atelier de maintenance aéronautique ici sur l'aérodrome. Ta société s'appelle Aerolight. Oui. Tu l'as créé il y a combien de temps? 2015, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. D'accord, donc tu nous donneras la date, on reviendra. Ta spécialité au départ, c'était la maintenance des avions et des ULM. Des ULM, ouais, exactement, Gilles. C'est quoi la maintenance? Bah écoute, tu vois, en 2015, ouverture d'Aerolight, en parallèle d'un projet dont on parlera peut-être plus tard, il y avait décelé un besoin de maintenance un peu plus sérieuse dans le monde de l'ULM, avec l'évolution des ULM telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quand tu parles d'évolution, tu veux dire des machines plus rapides, Machines plus rapides, machines plus complexes, de l'avionique, des pilotes automatiques, des moteurs Rotax qui, même s'ils semblent simples, ont une certaine complexité il ne faut pas voir vers le bas. Et aujourd'hui, surtout aussi des pilotes qui sont, il y a toujours des pilotes ULM, mais il y a aussi des pilotes qui sont un peu moins ULM, qui ne vont pas avoir vraiment l'œil mécanicien. Et aujourd'hui, c'est plus nos clients qui sont de ce côté-là, où les mecs volent et nous on entretient. D'accord, donc ils volent sur un ULM, mais comme si c'était un avion. Oui, ça se discute, ça se débat. Nous, on essaye aussi de les sensibiliser. On laisse toujours la porte ouverte pendant les maintenances à nos clients pour aussi leur montrer ce que c'est. Et ils sont curieux. Ils ont tous envie d'en savoir plus sur leur moteur, appréhender mieux tout ça. Et donc, on est aussi là. Alors, on n'est pas un centre de formation, mais on fait aussi de la formation et de l'éducation technique à nos clients qui nous font confiance pendant qu'on fait la maintenance de leur machine. Et alors, vous avez combien d'avions, ou du moins d'ULM? Je ne vais pas y arriver. Alors, si tu veux, aujourd'hui, on a eu le plus fort de notre activité. On avait 150 ULM en maintenance. Aujourd'hui, on a réduit un peu la voilure. On s'est surtout axé sur la haute technologie. Donc, on est un des plus gros centres qui installe de l'injection électronique aujourd'hui en France. Et de l'avionique. On a la carte Garmin, Canardia et les grandes cartes aujourd'hui qu'on a dans l'ULM et dans les machines milieu et haut de gamme. Alors donc, comme tu le dis, vous êtes des spécialistes de l'optimisation, oui, de l'injection électronique. Et donc, c'est un petit peu aussi, aujourd'hui, c'est devenu l'image de marque d'Aerolight. Alors si tu veux, moi en 2015, j'ai commencé en 2010 dans ce monde de l'ULM en tant que sous-traitant en maintenance. Et en 2015, je dis non mais c'est pas possible, on est encore avec des carburateurs sur ces machines-là. Le IS perçait tout juste le bout de son nez. Le IS, la version injection du moteur Rotax, donc faite par Rotax. Voilà, c'est ça, c'est l'injection en série. En série, voilà. Directement sortie de l'usine de chez Rotax. Ouais, d'accord. C'était le tout début là, dans les années 2015 quand je suis arrivé. Bon, ça marchait pas, c'était pas fiable, il y avait moins de puissance qu'avec les carbus. Et puis il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce qu'on appelle de l'aftermarket, si tu veux. On enlève les carbus, puis on met une injection X ou Y. Et moi, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai travaillé tout de suite avec Sodemo, qui finissait le développement de son produit. Et c'est par là que j'ai commencé, que j'ai embrayé l'injection avec Aerolight en 2016 exactement. D'accord. Et alors donc, aujourd'hui sur le marché, du moins quand je dis aujourd'hui, avant que vous lanciez votre produit dont on va parler, quelle était l'offre? Aujourd'hui, on va parler ni confrères, mais plutôt pas de concurrents, mais plutôt de confrères. Voilà, aujourd'hui, tu as LAD, qui est un produit qui est connu et reconnu,
pour sa simplicité, son bas coût, qui a simplement la vocation d'enlever les points faibles du carbu, le givrage, le starter. Et après, tu as le produit performance, qui est Edge Performance. Voilà, c'est celui, c'est la référence. Qui est le plus répandu aujourd'hui, puisque c'est lui qui a le plus industrialisé le produit. Alors il est beau, il plaît, il manque totalement de sécurité, il n'y en a pas du tout, c'est un peu au même niveau de sécurité que l'AD, si tu veux, si on prend tout ça, mais il est beau. Et il apporte un peu de performance de par son design technologique au moteur, d'où Edge Performance. Après, Edge fait aussi des moteurs turbo et d'autres choses qui ne sont pas éligibles, entre guillemets, en France. Et alors, ces problèmes de carbu qui sont censés être résolus par ces systèmes d'injection électronique, est-ce que c'est la solution? C'est les systèmes qui sont sur le marché ou c'est encore perfectible? Alors je vais faire un peu le bonnet. Aujourd'hui, quand on dit aux gens qui ne connaissent pas l'ULM, quand on leur monte un XL8, un VL3 ou d'autres machines 3 axes... Donc là, on parle vraiment de machines haut de gamme là. Pas forcément, parce que c'est une application. C'est qu'est-ce que tu fais avec ton ULM? Tu fais 10 heures par an, tu fais 50, tu fais 100, tu fais 200, tu fais de l'école. Comment tu amortis ta machine? Si tu veux, aujourd'hui, tu peux très bien mettre un système d'injection Unicorn, qui est notre produit, sur un pendulaire. Il n'y a aucun problème à ça. Ça marchera très bien, le mec il va voler avec du flex fuel, il aura une belle rentabilité, un moteur qui tourne rond, qui a des watts et tout, et sur un pendulaire. D'accord. Voilà, dès que c'est un moteur Rotax, un 80, un 100 chevaux, il n'y a pas de souci. Donc ça s'adresse à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Les moteurs Rotax, c'est le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aéronautique, hein, c'est-à-dire le BEA. Et ils ont identifié toute une série de problèmes sur les moteurs Rotax, notamment le givrage. Alors, est-ce que tu peux me parler de ce phénomène, à la fois le phénomène et la faiblesse des moteurs Rotax? Alors le givrage, ça arrive sur même en aviation avec des moteurs certifiés, tout ça. Oui. C'est quoi Alors le fondement du givrage, sans faire trop de technique et sans perdre les gens, on va essayer de rester basique. Tu as un phénomène en fait au niveau du carburateur. Tu as ce qu'on appelle un papillon qui vient doser le débit d'air. Et à cet endroit-là, on vient mettre de l'essence. Donc tu as un phénomène d'accélération de l'air, donc tu as une dépression, et quand tu décomprimes un gaz, il refroidit, principe d'une climatisation, d'un frigo, etc. Et là, donc en plus, tu viens mettre de l'essence. Donc tu as de l'air qui est décomprimé froid avec de l'essence. Et ça crée un phénomène de givrage. Donc tu as de la glace qui vient se former. Alors plus tu as de l'air humide qui rentre, plus tu as ce phénomène qui est amplifié, etc. Donc ça, le givrage, c'est pas une légende. Tu vois, aujourd'hui, on sort un XL8 carbu sans les capots. Ah, je te le fais givrer là, tout de suite. Pourtant, il fait quoi? En restant presque 22 en restant au sol, sans voler. Il va commencer à givrer parce que il va pas avoir ses capots, tu vas avoir de l'air froid, voilà, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand les carbus givrent? Quand ton carbu a givré, tu n'as qu'une seule solution, c'est soit tirer la réchauffe. Tu en as deux. Si tu as une réchauffe, tu tires la réchauffe, mais son action n'est pas immédiate. Le mieux, c'est mettre plein gaz tout de suite. Si ton papillon n'est pas bloqué par la glace. Le papillon, c'est? Le papillon, c'est une petite vanne, on pourrait te la montrer sur un carburant là. C'est la vanne qui va doser le débit d'air à travers ton carburateur. Donc plus tu vas ouvrir ton papillon, plus tu as d'air qui va rentrer, plus tu auras de puissance moteur. Et bien sûr, tu emmènes la quantité d'essence qui est dosée au mieux avec un carbu, parfaitement avec une injection. Donc le givrage carbu, c'est quand même une des causes importantes d'accidents en ULM parce que souvent ça se finit au sol. Ah, regarde, tu vois la météo aujourd'hui, là on a des conditions qui sont vraiment pas top, justement pour le givrage on est dans des bonnes conditions. Là le mec il arrive, bon il se fait un peu prendre par la météo, tu vois il est sur une vente arrière un peu basse hauteur, tac, il réduit tout, et là pan, il givre. Il n'a pas le réflexe de mettre plein gaz, il est en croix, il a mal fait sa PTU, son approche, il est dans les arbres. C'est aussi rapide que ça? Ah ouais, ça va vite, ça va vite. Voilà. Et tu peux le sentir venir. Mais encore une fois, il faut l'avoir déjà vécu et tu le sens venir. Si tu ne l'as pas vécu, tu peux te faire prendre au piège. Donc ça, c'est une des causes, mais il n'y a pas que celle-là, sur la faiblesse des moteurs Rotax. Il a plein de points forts, le moteur Rotax, c'est quand même une bonne bécane. C'est quand même le moteur qui a permis le développement du ULM. Bien sûr, on ne va pas lui jeter la pierre. Non, surtout pas. Après, bon, effectivement, le carburateur, il y a un côté très simple. Il a des points noirs, et contrairement à ce qu'on croit, faire une maintenance sur un carburateur, c'est pas de la maintenance légère. Ça reste déjà de la maintenance lourde. Il y a plein de petits pièges à droite, à gauche, et il y a plein de choses qui peuvent te mettre au tard rapidement. Alors bon, tu dis oui, il y en a deux, il y a une redondance, oui, mais bon, comment te dire, tu peux pas faire tourner un moteur 100 chevaux avec que la moitié de son carburant. Ça marche pas, il va vibrer, tu vas défoncer toute ta machine, hélice, bâti, tout ce qui tourne autour, si tu n'as qu'un seul carburateur qui fonctionne. C'est une utopie de dire que ouais, il y a deux carbus, je peux tourner que sur un seul. Ça marche pas.
c'est pas possible. Il va pas s'arrêter, il va tellement brouter que tu seras tellement en panique que tu feras les actions nécessaires. Franck May qui dit qu'il y a aussi des problèmes récurrents de flotteurs. Oui, oui, bah tu vois, regarde le bleu qui est là, pan, allez c'est bon, j'en ai mis 4 de flotteurs neufs. Pourtant, il est suivi régulièrement, bah là on en a 4 morts. Voilà, et pourtant on est en dehors de la période où il y avait les flotteurs HS. Ça arrive encore, même sur des versions, les dernières versions, beaucoup moins, il faut être honnête. Et ça, putain, le moteur, putain, il vibre, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches, synchro elle est bonne et tout, et on pèse les flotteurs, 200 heures, on pèse les flotteurs, checklist maintenance Rotax. Oui, parce que ça aussi, c'est une spécificité de l'encadrement réglementaire de l'ULM, c'est que le propriétaire de l'avion, de l'ULM, peut faire sa maintenance, peut faire ses réglages lui-même. Il est en dehors d'un cadre strict comme on peut l'être sur un avion. Le cadre, il est quand même établi. Hein, le texte il dit que le commandant de bord est en charge de l'état de sa machine. Il doit la garder en état de vol, donc il doit se conformer aux préconisations du constructeur, que ce soit le moteur, la cellule, les freins, l'hélice, l'avionique, etc. Donc il peut le faire lui-même. Si tu veux, il prend son checklist maintenance, il le check lui-même, il le met dans son carnet d'entretien à lui perso, et le jour où il le vend ou s'il y a un accident, il peut prouver, ben voilà, regardez, j'ai fait ma maintenance comme il faut. Il n'y a pas besoin de passer par un professionnel. Et s'il estime en avoir les compétences et le faire correctement pour voler en sécurité, lui et éventuellement son passager, c'est la force de notre ULM. Qu'il soit en 400, en 500 ou en 600 kg. N'importe. 600 sera un peu différent. Mais, donc là tu parles des différentes réglementations qui introduisent plus ou moins de contraintes. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bon alors, ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle d'ULM, on va peut-être en montrer quand même. Aérolight ici, là c'est un bâtiment qui a été construit par la communauté, par Bourg-en-Bresse Agglomération, qui a été fait à la base pour le développement économique de la plateforme, le développement professionnel. Donc c'est Tecnam qui avait ce bâtiment, on peut voir. Ah, Tecnam. Oui, Tecnam. Oui, l'importateur Tecnam qui avait fait construire ce bâtiment. Alors ils n'ont pas trouvé à recruter ici, donc ils sont partis du côté de Bellegarde. Ils sont là-bas maintenant. C'est pas très loin. Oui, c'est à 20 minutes de vol d'ici, 1 heure en voiture. Et donc nous, on a pu s'installer ici à partir de 2015. Et voilà, donc on est directement, hein, tu vois, tu arrives avec ton appareil ici, tu te poses à Bourg, aérodrome ouvert à la CAP, et tu peux venir donc faire expertiser, enfin amener ta machine ici chez nous. Ça fait 600 mètres carrés de bâtiment, on a une centaine de mètres carrés de bureaux, voilà. Donc bienvenue chez Aérolight. Voilà, donc là ici derrière toi on a notre dépanneuse, donc c'est notre XL8 d'intervention. Donc ça nous permet d'aller intervenir sur les aérodromes en France pour dépanner nos clients rapidement, si besoin est, si c'est faisable par un simple déplacement. Après on a des machines clients, là tu as le VL3 de Benoît qui est ici, qui est équipé de l'injection double redondante. Et là sur ce XL8 tu as l'injection simple redondante. Voilà. D'accord. Et alors donc tu parles de Benoît, donc on va lui demander de nous rejoindre, Benoît, parce que l'aventure d'Unicorn, c'est aussi la rencontre de deux passionnés d'automobile. Passionnés d'automobile, de moteur et de technologie, oui. Parce que donc, on ne l'a pas encore dit, mais avant de venir à l'aviation, tu as fait une partie de ta carrière dans la course automobile, la compétition, oui. Et là tu étais aussi un spécialiste de l'optimisation des moteurs. Alors oui, ça c'est une grande passion, ça l'est encore, mais on a moins de temps pour ça. Mais voilà, c'était l'automobile, et notamment le sport automobile, la compétition, la performance. En 2010, avec Exis Racing, une écurie française, on a gagné le championnat du monde en GT1, la dernière année. Donc GT1, tu as la Formule 1, et en GT, tu as la GT1. Et donc on a gagné ce championnat du monde, et ensuite on a continué avec McLaren. Et donc moi j'ai travaillé avec cette écurie pendant quelques années. Et avant de quitter le monde du sport auto, parce qu'à un moment tu poses tes valises et tu pars vers d'autres choses. Oui, mais alors on ne vient pas à l'aviation par hasard? Non, on ne vient pas à l'aviation. Alors moi j'ai un peu d'ADN, parce que mon papa, à l'âge de 22 ans, avec sa première paye, s'est inscrit à l'Aéroclub. Donc pilote PPL, et puis après les enfants arrivent, etc. Et arrivé à la retraite, il a repris l'ULM ici à Bourg-en-Bresse, dans les années 2010, et moi je suis venu un peu voir ce qui se passait. Il y a de la lumière ici, des trucs qui volent, mécanique. Et pendant 5 ans en freelance, j'ai fait la maintenance pour Géminis Aéro. C'est comme ça que j'ai commencé dans le monde de l'UM. Donc formation, les stages avec Pouchès, Rotax, lire la documentation, les manuels de maintenance et de vol des machines. Et en 2015, fondé Aérolight. D'accord. Et alors, c'est quelques années plus tard que tu rencontres Benoît, qui toi aussi, tu viens de l'automobile, mais toi en plus, tu y es toujours. Alors. J'y suis toujours, donc bonjour. Toi, au départ,
Tu es aussi un client de... Moi, je suis un client de Jean-Baptiste au départ. Alors ça, c'est ton avion. Ça, c'est ma ton machine. ULM. Moi, j'ai acheté justement pour me rendre sur les circuits, parce que ça me faisait gagner un temps énorme, et puis c'est génial. Hein, tu l'utilises pour tes déplacements professionnels? Je l'utilise pour mes déplacements pro. Je fais des déplacements de 3 à 4 jours, donc en général, on voit la météo bien à l'avance. Donc, bon, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on y va en voiture. Mais moi, ça m'a permis de faire énormément de déplacements avec. Ça m'a éclaté, c'était génial. Et en plus, gagner du temps, donc c'était gagnant-gagnant. C'est une belle machine de voyage, le VL3. Ça, c'est magique. Hein. Quand je pars, que je vais en Belgique, 2 heures de bloc à bloc, au lieu de 7h30 de voiture, c'est juste exceptionnel. En plus, il est basé où, ton Alors, moi, mon avion est basé à Annecy. Moi, ça me permet donc de me déplacer partout et aller en Italie. Il y a eu des fois où j'ai fait des essais à Spa en Belgique. Le lendemain matin, je suis reparti, je suis allé dans l'atelier d'un client à Aix-en-Provence. Et puis le soir, j'étais posé à Milan-Bresso pour faire une course à Monza le week-end. En voiture, c'est impensable. Ouais. Donc ça m'a apporté une flexibilité et puis un plaisir exceptionnel, des machines incroyables à voler. Pour parler vite fait du VL3, moi ce qui m'a plu, c'est que oui, ça va vite, mais c'est aussi un vrai ULM. C'est-à-dire que dès qu'on est sous 160, qu'on a sorti le train, qu'on commence à sortir les volets, ça pose court, ça sait tout faire. Donc c'est plus le parachute, c'est une machine super safe. Et puis vu l'utilisation que j'en ai, moi je voulais quelque chose qui soit prouvé et qui vole bien et qui soit safe à voler. Surtout, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et donc voilà, je voulais quelque chose de costaud et ça cochait toutes les cases que j'avais besoin. Et puis bon, la perfo quand même, parce que bon, quand on fait du sport automobile, la performance est un peu dans les veines. Mais alors justement, tu as attendu d'avoir développé ton propre système pour installer une injection électronique, ou tu avais déjà installé une injection? Non, alors c'est parti comme ça, c'est-à-dire que étant un peu motoriste quand même, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais du sport automobile à différents niveaux, 24 heures du Mans, championnat du monde GT, tout ce genre de choses. Tu es ingénieur, toi? Je suis ingénieur et directeur technique donc, dans les équipes de course, donc avec une vue sur tout, que ce soit le moteur, que ce soit tout. Donc, je fais du LMP1, du GT, championnat du monde GT, je fais un peu de tout. Et donc, on va dire un bagage technique un peu global. Et puis je voyais très bien ma richesse, mes températures, mes machins en carbu, qu'on était loin de tout ce que ça pouvait faire. On va chercher les performances au maximum en sport automobile. Chaque gramme d'essence qu'on emporte, c'est de la perfo en moins. Donc là, même la consommation, on y fait attention. Et je voyais qu'il y avait beaucoup à gagner. Et donc Jean-Baptiste, j'arrêtais pas de l'embêter pour essayer de faire mieux que les carbus. Et il me disait, mais j'ai des injections, j'ai Edge, j'ai tout ça. Et pourquoi tu veux pas? J'ai dit, parce que justement, pour moi, le problème qu'il y avait avec les injections, c'est qu'il n'y avait pas de redondance suffisante. Donc il y avait la possibilité de passer sur le IS, le Rotax, qui a une certaine redondance. Mais il n'y a qu'à lire le manuel de vol du IS, le manuel pilote, pour voir qu'il y a énormément de cas où le moteur va s'arrêter. Alors, je t'interromps, mais la redondance en aéronautique, c'est quelque chose de vital. Tout à fait. Dans l'aviation certifiée, la redondance, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne. Tout à fait. Sur l'ULM, pourquoi il n'y a pas la même redondance? En fait, d'origine, sur les carburateurs, il y a une vraie redondance quand même. Il y a plusieurs capteurs de régime moteur. Il y a 2 allumages. Les carburateurs, même si ça vole très mal avec un seul carburateur, ça va continuer de voler un peu, donc on est moins en carafe qu'avec un moteur complètement arrêté où il faut poser d'urgence immédiat. Donc il y a quand même une certaine redondance dans le carburateur. Et aujourd'hui, les injections comprennent une Sodemo, une Edge, une Rotax. C'est les différentes offres qui existent. Voilà, alors Sodemo, Edge, LAD, c'est du aftermarket, donc ça vient se mettre sur des moteurs existants. Et le Rotax IS, c'est un moteur où l'injection est native. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup de cas où le moteur va s'arrêter. Le Rotax IS moins que les autres, il a un peu plus de redondance, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Ils en sont à je ne sais pas combien de services bulletins sur leur pompe à essence. Donc les services bulletins, c'est quand le constructeur, soit de la cellule du moteur ou quoi que ce soit, ou de l'hélice, n'importe quoi, émet une alerte en disant attention, il y a un danger à tel endroit, il faut faire telle ou telle modification. Donc Rotax sur le IS a je ne sais pas combien de bulletins sur leur pompe à essence. Il y a beaucoup de soucis. Ils ont eu des problèmes d'acyclisme, pour ceux qui connaissent, qui font que le moteur détruisait son réducteur. Il y a eu beaucoup de soucis. C'est encore d'actualité. Aujourd'hui, vous avez Nogaro Aviation qui a fait des montages Rotax sur des Romains qui sont certifiés. Ouais, c'est ça, oui. Ils sont obligés d'avoir un ralenti qui est passé 2000 tours minute pour éviter que le moteur détruise son réducteur. Parce que voilà, sauf que 2000 tours, plus de 2000 tours en ralenti pour faire des pistes courtes, vous oubliez.
Et puis vous avez intérêt à démarrer avec les freins. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de soucis. Et puis nous, quand on s'est rencontrés, que je lui ai expliqué tous ces problèmes sur pourquoi je ne voulais pas passer en injection, il m'a dit moi je commence à travailler sur un truc à moi pour essayer de un peu approfondir ce qui est faisable. Et puis qu'est-ce que tu en penses? Donc je lui ai dit ayant l'habitude des dernières technologies en sport automobile et de ce qu'on faisait, je dis il y a moyen d'intégrer 2-3 choses et on peut être un peu mieux que ça. Et donc l'idée de départ, ça a été vraiment de faire avant tout un système safe. On a cherché la sécurité avant tout. Donc on a pris tout simplement le manuel de vol d'un Edge, d'une Sodemo, d'un LAD, d'un Rotax IS, 915 IS, on les a tous pris et on a coché toutes les cases de qu'est-ce qui fait qu'on peut être en panne, qu'est-ce qui fait que le moteur peut s'arrêter, qu'est-ce qui fait que ça demande une intervention du pilote pour redémarrer le pilote en l'air. Et on a fait toute une liste de cas comme ça qui peuvent amener à différents problèmes. Donc quand on a une certaine altitude, on peut planer, on a le parachute, voilà, mais en montée initiale, on perd le moteur. S'il y a effectivement la possibilité de peut-être le redémarrer, il n'y a peut-être pas le temps de le faire. Donc on a vraiment été chercher tout ça et c'était notre cahier des charges de départ et on a été chercher à cocher absolument toutes les cases qu'on a pu et je pense qu'aujourd'hui on est vraiment arrivé à le faire. Et donc on a été travailler là-dessus. Pour vous faire simple, par exemple ça c'est un double redondant, Rotax IS a 2 injecteurs par cylindre mais un seul circuit de carburant. Donc si on bouche un filtre, on a bouché, ou qu'il y a de la saleté, on a bouché tout. Alors que là, on a 2 circuits complètement séparés. Tout est doublé, tout est réfléchi de cette façon-là, de façon à avoir un truc où le moteur ne s'arrête jamais. On a des modes dégradés et tout. On est arrivé à un point, on a une telle redondance qu'on a dû mettre un afficheur dans les avions pour vous indiquer les pannes, sinon on ne les voit pas. Mais vraiment, on ne les voit pas. On peut avoir 90% du système en panne. S'il vous reste un seul capteur régime, le moteur continuera de tourner, sachant que sur un moteur à carbu, il y en a 4. Là, sur le IS, il y en a 2. C'est quand même assez safe. Au bout d'un moment. Vous avez mis combien de temps pour le mettre au point? Alors, Jean-Baptiste travaille déjà depuis 6 mois sur son système à lui, au départ. Et puis après, je l'ai rejoint et on a passé 2 ans et demi de développement dessus pour arriver à un produit qu'on a actuellement. Alors, ce produit, c'est celui que vous avez donc lancé commercialement et officiellement au mondial de l'ULM à Blois, donc en mi-septembre dernier, donc il y a un mois, un gros mois. Et à Blois, donc vous êtes arrivé pour convaincre les clients, pour convaincre les sceptiques, vous êtes arrivé avec 3 ULM équipés chacun du système. Donc il y avait 2 XL8 et un VL3. Voilà, ça donc ce VL3, le XL8 qui est là et une machine client, un XL8. Vous totalisiez combien d'heures de vol à l'époque? Alors à l'époque, on avait passé 120, 130 heures par là. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 250 heures, à peu près, un peu plus. Sans compter les plus de 300, 350 heures de banc moteur avec le banc qui est là-bas. Où là, on a tout torturé dans tous les sens. Après, très honnêtement, la partie gestion du moteur, ça a été la plus simple. Faire la cartographie du moteur pour qu'il fonctionne, c'était en gros une après-midi. Et il y a 2 ans et demi de travail sur la sécurité, sur les systèmes annexes, les pannes, les what-if, dans tous les sens. Le gros du travail, il a été là-dessus. Ce qu'on voit, parce que c'est très dans l'air du temps, les crowdfunding, les projets et tout ce genre de choses, nous, c'était pas du tout l'optique. On a tout développé sur nos fonds propres et on n'est pas venu chercher de l'argent à droite à gauche en disant regardez, on va faire ça, c'est super. On l'a fait, on a testé, on a validé, on a volé avec, on a industrialisé, on a des pièces de série sur nos avions. On est arrivé avec un produit fini. C'est vraiment l'idée de départ. On n'est pas en mode expérimental, on est sur un truc qui est prêt. Prêt d'un point de vue industriel, puisque vous avez dit donc à Blois que vous étiez prêt à en installer 50 dans les 12 mois qui venaient. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire c'est l'objectif. Vous avez identifié tous vos fournisseurs? Tous nos fournisseurs sont faits. Aujourd'hui, on passe des commandes là où on fait fabriquer les pièces. Tout est réglé. On est vraiment sur de la série et les tests ont été faits. Évidemment, comme tout développement, il y a eu plein d'écueils dans la partie de développement. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, tout à fait. Et le but, c'était vraiment d'aller chercher tous les trucs. Je ne vous raconte pas le nombre d'heures de vol que j'ai fait au-dessus de l'aérodrome, là, dans le code de sécurité, à débrancher morceau par morceau. Je m'étais même fait une console séparée dans l'avion où, avec des boutons, je mettais les trucs en panne un par un. Parce que je faisais passer le signal par la plaque bouton pour pouvoir tout mettre en panne en vol.
pour être sûr on dit que ça, on a vu que ça marchait au banc, Ouais. on sait que ça marche, et ben on l'a validé en l'air quand même. C'était En une plus de façon ça. de tester la redondance, ça? Ah, tout à fait, ouais. Complet. Tout à fait. D'accord. On a été très très loin. Et ben honnêtement, on n'a jamais arrêté le moteur en l'air. D'accord. Donc c'était plutôt réussi. Pourtant, on l'a torturé. Alors, on va faire des petites précisions. Effectivement, aujourd'hui, dans l'ULM, quand tu es formé par un instructeur, il te dit tu dois toujours avoir un champ en vue, Comme les pilotes de planeur. comme les pilotes de planeur. Tu dois toujours être dans un cône de sécurité d'un champ pour te poser. Il y a des endroits où tu ne peux pas. Tu es au-dessus des Alpes, tu ne peux pas. Tu fais une traversée maritime en Corse, le champ, il est un peu loin. On dit oui, mais bon, l'ULM, c'est pas fait pour aller en Corse. Oui, mais non, mais si, aussi. Tu peux voyager dans le monde entier avec ton ULM. Tu peux aller aux USA aujourd'hui avec ton ULM, avec ton Ryzen ou autre. Donc, on est d'accord qu'il y a des machines qui sont plus faites pour se poser dans les champs. Il y a des machines qui le font. Un VL3, tu le mets dans un champ sans problème. Hein. Un XL8 aussi. Ça reste des ULM. Ils ont cette capacité aérodynamique de le faire, sincèrement. C'est pas des légendes. Après, c'est entre le siège et le manche, hein, le reste. Hein, d'accord. Et ouais, mais bon, c'est souvent là aussi hein, les soucis. Donc nous, on fait en sorte que le souci, il ne vienne pas de ce qui fait tourner le ventilateur. Donc ça a vraiment été, comme l'a très très bien dit Benoît, le fer de lance. Un, c'était la sécurité. Voilà. Et on a dit, bon, bah, il y a des gens, ils disent, ouais, bah, c'est bien votre truc full redondant, moi je m'en fous. Pas de problème. Ce qui peut le plus, peut le moins. Donc on a fait un système semi-redondant dans lequel tu vas avoir déjà énormément de sécurité, mais tu n'auras pas le double injecteur, tu n'auras pas le double bloc pompe, etc. Donc aujourd'hui on propose deux produits. Un full redondant, le double redondant comme ici, qui est vraiment là, tu es quasi au bimoteur en termes de sécurité hein, si tu veux. Mais il y a des gens qui veulent ça. Et techniquement, on savait le faire, donc on l'a fait. Et on a un plus light qui est sur le XL8. Alors on y va. Je te le montre. Donc ici, tu as, alors, bon, visuellement, donc celui-là là-bas, il est peint en noir parce qu'il est monté sur un bloc IS qui est peint en noir. Là, il est en aluminium brut. D'accord, on a fait une différenciation aussi pour que d'un coup d'œil, on puisse voir un simple et un double. Donc ici, tu n'as qu'un seul injecteur par cylindre. Tu n'as qu'un seul bloc pompe. Mais tu as quand même, au niveau électronique, une grosse redondance. Donc là, tu n'as qu'un seul calculateur moteur. Là-bas, tu en as deux. Et là-bas, tu as un système d'auto-switching entre ta lane A et ta lane B. D'accord? Donc si ça tombe en panne, ça va basculer automatiquement sans que tu fasses rien. Ton moteur ne va même pas brouter sur la lane B. Ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Tu n'as qu'un seul calculateur. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire avec ton injection? C'est quoi ton objectif? C'est quel niveau de sécurité que tu souhaites? Si tu dis, bon, le truc il est en carrage, je me pose dans un champ, bon, je me pose dans un champ. Double redondant, il n'est pas fait pour toi. D'accord? Là, tu auras déjà un produit qui sera performant, qui sera quand même fiable, parce qu'on a quand même tout un tas de systèmes, comme l'a dit Benoît, de redondance. Donc voilà. Alors, on va aller voir le même ULM, le XL8, mais sans d'origine, je dirais, Voilà. sans injection électronique. Voilà, comme ça, on va pouvoir faire un back-to-back assez simple, Voilà. tu vois, entre un moteur Rotax origine avec ses carburateurs, installé donc sur un XL8, avec tout ce que tu vois autour, ses accessoires, sa boîte à air, etc. Donc comme ça, tu peux, tu vois, si tu veux tourner un peu autour pour montrer un peu à tout le monde, voilà. Bon, il y a... que dire de plus? Bon, tu as le circuit d'essence, circuit d'huile, circuit d'eau, la boîte à air, les carburateurs, la batterie, tu vois, un peu tout ça là, tu vois, et tu pourras montrer. Alors ici, un truc important, ça on n'en a pas parlé, mais ça, il faut qu'on en parle, Jules, parce que ça, c'est une des forces de notre système. Tu vois, ici, tu as la pompe à essence mécanique, d'accord? Sur un moteur Lycoming, tu as une pompe à essence mécanique. Ici, donc. Hein. Ouais, ici, alors, sur certains, quand c'est en gravitaire, tu n'en as pas. Là, ici, tu as la pompe à essence mécanique de série sur tous les moteurs Rotax. Tu as en option une pompe à essence électrique. Voilà, donc ceux qui commencent à connaître un petit peu l'injection, comment ça fonctionne, ça c'est une pompe à essence électrique de gavage. Hein. C'est ta fuel pompe take-off, d'accord, que tu mets en route électrique. Donc elle est ici, et là tu vas pouvoir voir sur l'injection derrière toi, regarde. Ici tu dis, bon, il y a encore cette pompe à essence mécanique, donc on est sur une pression entre 0,1, 0,15, soyons précis, et 0,45 bar. Et là tu as encore cette pompe à essence électrique de gavage. Ceux qui connaissent un peu l'injection, ils vont dire, et pourquoi? Eh bien simplement, ça fait partie de la sécurité de notre système. Et tu pourras même voir que sur le IS, là-bas, moteur injection d'origine, on a remis la pompe à essence mécanique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre système d'injection est capable de fonctionner avec la pompe à essence mécanique à très basse pression, 0,1 bar,
et même avec la pompe. Donc là, sur un système simple redondance, tu as déjà 3 pompes à essence. Une mécanique, une électrique basse pression et une électrique haute pression qui est la principale. Donc là, tu es en montée initiale. Pompe à essence, elle pète, je ne sais pas pourquoi, elle s'arrête. Elle est derrière en backup instantanément. Tu n'as pas d'arrêt moteur. Ton moteur, il va faire comme ça, on passe en basse pression instantanément. Ça, personne ne sait le faire au monde. On est les seuls, c'est un peu, tu sais, le truc, par erreur, tu vois. Machin, on est au banc, le truc il commence à ratatouiller, on regarde la pression d'essence, on est à 0,1 bar, comment ça se fait qu'il n'ait pas arrêté le moteur? Et donc on a creusé, putain mais ça se trouve on peut le faire. Et donc on a creusé, on a trouvé toutes les solutions techniques pour faire ça. Et ça c'est une sécurité, aujourd'hui personne ne sait le faire. En tout cas on est les seuls commercialement à le proposer. Donc il y a ce système-là. Donc il y a une grosse différence aussi, c'est ça qui vient se rajouter dessus. Bien sûr. Donc là, on revient sur notre moteur d'origine. Donc là, on a les échappements. Alors tu as les échappements là sur ce côté, là tu as les collecteurs d'admission avec tes 2 carburateurs. Voilà. Ton petit tuyau d'équilibrage ici pour... Donc alors qu'est-ce que vous enlevez et vous remplacez par quoi? Alors nous, si tu veux, on va enlever là les collecteurs d'admission, ici. Donc toute cette partie-là, on enlève en gros les 4 vis ici et on va enlever tout cet ensemble ici, là, tu vois, la boîte à air, les carburateurs, les collecteurs, et même le circuit d'eau, on va tout enlever. Donc là, tu vas te retrouver avec un moteur tout plat, où il n'y a plus rien. Le système d'allumage reste dans le coin, on va le bouger de place. Et voilà, là, tu as enlevé toute la partie carburateur, carburation est partie. Et on va remplacer ça par donc le système injection, donc on appelle le plénum. C'est son petit nom technique, le plénum d'admission. Donc ça, on pourra même faire, on a pris le petit peson, si vous voulez qu'on fasse des back-to-back au niveau du poids. Donc ça, c'est les premières versions en aluminium. On est en train de travailler là, comme tu peux voir, une version carbone, parce que y a plein d'avantages à aller vers le carbone. Et ceux-là sont en bêta-test et de toute façon, ça sera 2 séries, des plénums en carbone, c'est évident. Donc ici, tu retrouves les pipes d'admission, rampe d'injection, le distributeur d'eau. On a travaillé, Benoît a beaucoup travaillé en CFD. C'est sur ordinateur, on travaille des flux, travailler les flux liquides et air, assistés par ordinateur, pour optimiser le refroidissement de ce moteur au niveau de l'eau. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça arrive tout dans une boîte et on s'est aperçu qu'au banc, le refroidissement n'était pas optimum. Donc on a travaillé aussi ça. Ça nous fait gagner aussi du poids parce qu'on a moins de liquide de refroidissement. On optimise aussi le poids de la machine. La performance, c'est aussi le poids, donc on a beaucoup travaillé tout ça. Là, tu as de la pièce en impression 3D aluminium. Pareil, c'est hyper léger, hyper solide, hyper léger. Donc c'est des nouvelles technologies et donc tout ça, tout le design, le dessin, ça a été fait par nous. Et après, on a des usines qui nous fabriquent ces pièces-là. Donc vous enlevez une partie des équipements d'origine et vous les remplacez par tout ce qu'il y a sur la table. Donc on les retrouve ici. On va les retrouver ici, exactement. Donc là, tu retrouves l'araignée d'eau qui est ici, si tu veux venir voir. Donc tu vois, ici, on vient vraiment réoptimiser le système de refroidissement. Tu as l'araignée d'eau qui est là. On déplace la boîte à eau ici, une boîte à eau plus simple. Donc on a moins de liquide de refroidissement. Ça représente 1,5 kg. Ouais, quelque chose comme ça. C'est déjà ça. Donc là, tu as le gros plénum. Tu vois, le système d'allumage est déplacé sur le côté. Alors que dans tout développement, des fois, si tu ne reviens pas en arrière, c'est que tu n'es pas allé assez loin. Donc sur l'OIS de Benoît, là-bas, on a viré le système d'allumage d'origine Rotax. Ça, je pense qu'il y a des gens sur le chat qui pourraient dire « Ouais, mais les boîtiers d'allumage, ça tombe en panne, etc. » Donc soit on peut avoir des allumages plus fiables, ou on garde les allumages Rotax qui marchent quand même bien. Et voilà, et après, on vient mettre le bloc à essence ici sur la pare-feu. Tiens, viens voir avec moi. Donc ici, on a notre bloc à essence. Donc la spécificité, notre système, parce qu'on a réfléchi à toutes ces petites bêtises, c'est que un IS, un Rotax injection IS, ou une aftermarket, tu vas devoir modifier drastiquement ton circuit de carburant. Les diamètres des tuyaux, il faut avoir un retour de carburant dans le réservoir, et tu as pas mal de machines qui ne sont pas équipées ou mal équipées de ce côté-là. Donc nous, si tu veux, ici, on garde tout le système à essence de la machine, on ne touche à rien. Et ici, en sortie de pompe, au lieu d'aller sur tes carburateurs, on vient alimenter notre bloc pompe. C'est-à-dire que toute l'architecture essence qui a été conçue, développée, pensée par l'avionneur, le constructeur de l'avion, on ne le change pas. On ne met pas de vanne 6 voies, on reste vraiment d'origine. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents dans les injections aftermarket qui sont arrivés par des modifications mal faites de cette partie-là qui entraînent l'arrêt moteur. Donc nous, c'est encore une chose en termes de sécurité où on ne vient modifier
que le strict minimum. Et donc là, sortie de ton bloc pompe, ici, tu viens en haute pression alimenter ton injection. Donc plus de givrage parce que tu vois tes injecteurs, ils sont ici. Ton injecteur, il est là, tu vois. Donc on est vraiment au plus près de l'entrée de la culasse. Et ton arrivée d'air, elle est là. Donc tu vois, ils sont très distants, donc tu n'as pas de risque de givrage en injection. Alors j'ai une question. Du coup, le retour de pompe se fait comment? Il est supprimé? Alors aujourd'hui, on n'a plus de retour de pompe. Voilà, ça, c'est un peu nos petits secrets. Franck May t'a posé une bonne question. Ah bah Franck May, il a posé une très bonne question. Le retour, nous, on va simplement effectuer ce qu'on appelle un dégazage. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir une accumulation de bulles d'air. Et ça, c'est ce qui pose problème, vapor lock, etc. Donc nous, on a un système, si tu veux, où on va simplement dégazer notre bloc pompe. C'est 3 millisecondes toutes les minutes de dégazage. Et donc soit si tu as un retour dans ton réservoir simple comme sur les carburateurs, et ce que préconise Rotax sur tous les montages, hein, c'est dans le manuel d'installation, on utilise ce retour, mais on renvoie par heure 5 centilitres d'essence maximum dans ce retour. C'est-à-dire que presque, si on voulait pousser à l'extrême, on pourrait mettre un petit drain sous la machine et ça ferait une petite goutte d'essence dessous. Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. C'est parce que c'était vraiment une grosse problématique sur beaucoup de machines. Et donc, tu vois, toutes ces problématiques, on les a analysées. Parce que nous, on a quand même installé plus de 60 injections sur différents modèles et à chaque fois, on était emmerdés. Ah, le retour, c'est chiant, il faut faire un truc, un machin, un bidule, il faut modifier, c'est pénible. Donc, je dis, hey, notre injection, il n'y aura pas toutes ces merdes-là. Donc, on se creuse la tête avec Benoît et on a trouvé la solution. Et vous avez trouvé donc cette solution-là? Bah, cette solution, donc c'est-à-dire que tu es sur une rampe non passante et tu n'as pas de retour au réservoir. Ou alors infime. Et donc effectivement, je pense que pour se rendre vraiment compte du travail et de l'optimisation que vous proposez, là c'est remarquable. Ouais. Après, nous, on est toujours ici, oui. Presque 6 jours sur 7, on va dire 5 sur 7, pour vous recevoir et aller plus loin dans tout ça. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, Gilles, c'est que bah là, en fait, on vole avec du bioéthanol. Habituellement, c'est un argument de vente, ça. Vous, on l'a découvert un peu par hasard, le bioéthanol. Déjà, on va revenir en arrière. C'est quoi le bioéthanol? Alors, le bioéthanol, c'est un carburant alcool qui est produit à partir de tout ce qui est fermentation de toutes les matières organiques. Et aujourd'hui, c'est un carburant qui est énormément en train de se développer en Europe, que ce soit via l'E85 en France ou le Semplan 95 E10 qu'on voit dans toutes les pompes de partout. Et c'est un carburant qui est utilisé depuis très longtemps en compétition automobile, qui a énormément d'avantages. Sinon, on ne mettrait pas dans des endroits où la performance compte. Aujourd'hui, aux 24 heures du Mans, l'essence obligatoire, qui est devenue obligatoire pour les causes de partenariat, c'est le Total Excellium 100, qui est un bioéthanol. Et donc, pour vous faire un petit point rapide, le bioéthanol, c'est 107 d'indice d'octane, donc ça, c'est pas mal. C'est des températures de combustion 120 degrés plus basses que l'essence, à peu près. C'est une résistance au cliquetis complètement démentielle, et parce qu'en plus c'est moins chaud en combustion. Et surtout, il y a d'énormes avantages à appliquer ça dans un avion. Donc on parlait des risques de givrage dans les carbus, mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés à l'eau, qui sont, pour ça qu'on fait des purges sous les ailes pour aller vérifier s'il n'y a pas de présence d'eau dans le carburant. C'est que l'eau ne se mélange pas avec l'essence. Donc quand la goutte d'eau qui s'est introduite dans votre système, s'est condensée ou quoi que ce soit, va arriver au niveau du gicleur du carburateur ou de l'injecteur d'une injection, et ben elle va rentrer d'un seul coup une grosse goutte qui, au niveau combustible, c'est pas terrible, et du coup va faire des gros ratés moteurs. Donc ça peut, dans des cas extrêmes, amener à l'arrêt du moteur. En général, c'est des gros ratés, plus qu'autre chose, et la perte de puissance, c'est jamais confortable et ça peut être dangereux. Donc d'où le fait de tester la présence d'eau dans les réservoirs. Donc avec l'éthanol, c'est un problème qu'on règle complètement, puisque l'eau est miscible avec l'alcool. Donc quand vous avez du E85 où vous avez 85% d'alcool, l'eau étant mélangée dedans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir quelques molécules d'eau qui vont rentrer diluées dans l'alcool, et ça va faire comme ce qu'on fait sur les gros moteurs turbo en course automobile. On va injecter de l'eau exprès pour baisser les températures de combustion, et ça n'a, quand c'est contrôlé, ça n'a aucune influence sur la perfo, voire ça peut aider à la montée. Donc on a plus ce problème de risque de givrage de gouttes d'eau dans les circuits, on n'a plus de problème de raté moteur. L'exemple typique, j'ai un copain qui a une équipe de jet ski de course, ils font le championnat d'Europe et le championnat du monde. Ils ont des moteurs contrôlés et compagnie, et donc jet ski, toutes les 30 secondes, il est entièrement sous l'eau, ils ont énormément de problèmes de présence d'eau dans le carburant. Pour le résoudre, ils mettent 200 ml d'éthanol dans tous les 15 litres d'essence,
Et donc ça absorbe toute l'eau et ils n'ont plus aucun raté et tout fonctionne bien. Donc aujourd'hui, l'éthanol, c'est en plus de la carte écologique, c'est 75% de CO2 en moins, c'est renouvelable, c'est tout ça, c'est 90% de particules fines et puis surtout, c'est 80 centimes le litre. Alors là, oui, là c'est l'argument qui tue, ça. 80 centimes. Alors, si on prend les prix comparé. Si on prend les prix, on a pris une date qui était au 1er janvier 2024 quand on a fait le truc, on a pris les chiffres officiels sur le site du ministre de l'Intérieur en France. Bon, ça évolue, hein, les prix du pétrole en ce moment c'est un peu moins cher, il y a des chances que ça remonte avec ce qui se passe en Iran et tout ça. Mais au 1er janvier, si on était à 80 centimes au prix moyen en France de l'éthanol, on était à 2,10 pour le samplon 98 et on était à 3,20 pour l'avgas au niveau national après. Voilà. Donc parti sur ces chiffres-là, on s'est dit on va regarder un peu ce que ça donnerait en rentabilité. Et donc vous pouvez faire le calcul, hein, vous faites la différence sur la base de ces prix-là, sur 2000 heures, donc la durée de vie du moteur, par rapport au samplon 98, vous gagnez à peu près 40 000 euros. Et sur de l'avgas, vous gagnez quasiment le double, 80 et quelques mille euros, sur la durée de vie du moteur, sur les 2000. En plus du fait que vous volez avec un bilan carbone bien meilleur et vous vous retrouvez avec un avion qui a moins de possibilités de givrage dans les lignes, il y a plein de choses. Donc l'éthanol, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis des années et des années et des années en sport automobile. Que ce soit quand le carburant est libre, on en met très 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 souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthanol a quand même une différence chimique, c'est-à-dire que ça surconsomme un peu par principe. En théorie, c'est 30% si on prend que le ratio chimique. 30%, c'est beaucoup. En théorie. Ouais. Mais comme le moteur est plus résistant au cliquetis avec l'éthanol, les tempêtes de combustion sont plus basses, l'application va dépendre énormément de la charge. Donc nous, on a fait énormément de tests aussi pour savoir exactement quoi dire aux gens qu'on va équiper. Donc si on prend 3 cas, donc le pire, c'est celui où moi je vole tout le temps avec ma machine, c'est-à-dire 5200-5300 tours manette dans le tableau de bord. Là, au carbu, je suis à 22,5 litres, 23 litres à l'heure, à fond. Et avec l'injection, si on vole au samplon 98, je tombe à 18,5, 19 litres. Quand je suis à l'éthanol, je suis à 25-26 litres à l'injection. Donc là, il y a effectivement une belle surconsommation, mais là, c'est à fond, et puis j'ai un peu plus de perfo à l'éthanol. Si je vole en mode croisière un peu éco, donc là, je tombe à, on va dire, 5000 tours et puis une map à 24, par exemple. Là, je suis aux alentours de 19 litres au carbu, je tombe à 16 litres à l'essence et je suis à 21 à l'éthanol en injection. Si par contre on vole en mode un peu aéroclub tour de piste et beaucoup plus cool, là en carbu on a 15 litres 5, 16 litres. Je parle de ma machine, toutes les mesures qu'on a fait. Et à l'injection on tombe à 12 litres à peu près et à l'éthanol on remonte à 15 litres 5, 16 litres. Donc ça dépend complètement de l'utilisation qu'on en fait. Plus on va lui en demander, plus la surconsommation sera grande, puisque l'écart augmente tout simplement. Mais aujourd'hui, si vous prenez donc, sur un usage moyen qui fait en gros 17 litres à l'heure, et ça va vous faire 20 litres à l'éthanol, on arrive à ces chiffres-là qui sont de 40 000 euros de gagnés sur 2000 heures par rapport au samplon 98 et 80 000 par rapport à la. Alors on verra après comment on amortit l'installation, mais avant je voudrais te poser une question concernant donc la stabilité du E85 avec l'altitude. Donc il dit on a plein de chiffres sur le 100 LL et l'UL 91. À ce niveau-là, ou par niveau, mais pour le 85, tu as quoi toi? Tu l'as testé? Alors moi j'ai pas eu besoin de le tester là-dessus parce que déjà il y a plusieurs facteurs. C'est qu'on était dès le début on s'est rapproché de Bioéthanol France, qui est donc le consortium français qui gère l'éthanol, les producteurs, tous les produits dérivés, la raffinerie, tout ça, et de iPure qui est l'équivalent européen. Donc on a eu énormément, ils n'ont pas aidé à développer le produit, hein, loin de là. Par contre, c'est des gens qui sont spécialistes de la chose et qui ont pu nous donner une documentation complètement considérable. Notamment les durites en fait vieillissent mieux à l'E85 qu'au samplon 98. Et on parle des durites automobiles de temps standard qu'on voit là. Il y a eu des études qui ont été faites qui montrent ce genre de choses-là, et notamment les tenues en altitude. Et aujourd'hui, si vous prenez un petit avionneur qui s'appelle Embraer, au Brésil, ils ont 1500 avions qui volent depuis 15 ans. Uniquement à l'éthanol. 20 ans.
On a reçu un communiqué de presse hier, puisqu'il y a le salon de l'aviation d'affaires en ce moment à Las Vegas. On a reçu un communiqué de presse. Ça fait 20 ans que le premier avion a été certifié pour voler à l'éthanol. Voilà, donc exactement. Donc on n'a pas aucun problème de tenue sur l'alcool en altitude et pourtant il monte très 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 haut. Et donc on n'a aucun souci. Et donc le carburant qu'ils ont là-bas, il est même encore pire que nous parce qu'eux, ils ont une énorme production locale de bioéthanol et donc ils volent à 100% d'éthanol. Et alors que nous, on a un maximum 85% chez nous. Donc on a un carburant encore plus stable que du fait de la présence d'essence sur ce genre de choses. Alors tu soulèves un autre problème, là, la disponibilité de l'E85. On en trouve où? Parce que pour l'instant, sur les aérodromes, on n'en trouve pas. Alors sur les aérodromes, on n'en trouve pas. Maintenant, on est en ULM. On a 90% des gens qui prennent des bidons et qui vont à la station. Oh. C'est quand même l'immense majorité, surtout au prix de l'avgaz qu'on trouve, parce que sur les aérodromes, on trouve principalement de l'avgaz. Donc voilà, avec tous les défauts que ça donne sur le Rotax où il faut diviser par 2 les intervalles de maintenance. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 40% des pompes à essence qui sont équipées à travers le pays en France, donc en E85. Donc il y en a vraiment partout. Vous avez des sites internet qui vous aident à trouver la pompe à côté. Si vous regardez, il y en a vraiment partout. Après, il y a différentes solutions. On peut fournir des cuves qu'on accroche derrière des voitures. Donc on a droit jusqu'à 330 litres, si je ne dis pas de bêtises, en France. Vous allez à la pompe, vous remplissez ça à la station, puis vous avez ça. Je travaille aussi via les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler pour les voitures de course, parce qu'on utilise souvent des pétroles un peu particuliers. Donc on peut leur commander des fûts de 100, 250 litres. On peut commander 15 000 litres d'un coup si on veut. On va payer le camion une fois et puis voilà. Donc c'est disponible, il y en a dans les stations, il y a plein de solutions. Et encore une fois, je ne sais pas si JB l'a expliqué, ce qu'on a fait, ce n'est pas un moteur qui travaille que à l'éthanol, on a fait un flex fuel. Oui, alors parce que j'allais te poser aussi cette question, c'est-à-dire que tu as ta cuve chez toi ou tu vas à la station à côté de chez toi avec tes bidons, tu fais le plein, tu pars, comme toi qui voyages beaucoup, mais à l'autre bout, tu t'en trouveras pas de l'E85. Comment tu vas faire pour... Alors à l'autre bout, on va trouver ce qu'on peut. C'est-à-dire si on va en Allemagne, le samplon 95 c'est uniquement du E10. On va avoir beaucoup d'aérodromes, il n'y a que de l'avgas. On va avoir l'UL 91, on va avoir du super truc qu'ils ont mis à tout dessus, là, super 98 aéro, tout ce genre de choses. Il y a plein de carburants. Et puis après, ce que vous allez mettre, ça va se mélanger avec ce que vous avez dans les ailes. Donc si vous reste la moitié du pétrole, vous aviez 70% d'éthanol, vous allez baisser beaucoup. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on a fait un système flex fuel, c'est-à-dire qu'on a un capteur qui mesure la proportion d'éthanol dans le moteur au dixième de pourcent près à l'entrée du moteur, pas dans les réservoirs, c'est vraiment à l'entrée du moteur. Donc quel que soit le mélange, je veux dire, quand tu arrives et que tu refais le plein, quoi qu'il reste dans les réservoirs, c'est pas un problème. C'est absolument pas un problème. Et qu'on soit bien clair, on a beaucoup de kits éthanol qui existent sur les voitures, des boîtiers additionnels, des choses comme ça, qui vont un peu tricher sur l'injection pour aider à faire fonctionner le truc. Nous, c'est un truc qui est natif dans la programmation du boîtier, c'est-à-dire que même les stratégies de démarrage, la tenue de la richesse pendant la chauffe, tout est fait pour s'adapter au niveau d'éthanol, l'allumage, tout. Donc en fait, on a volé, à un moment, on a fait des tests, on avait un réservoir en UL 91 et un réservoir en E85, on peut switcher autant qu'on veut en l'air, c'est pas strictement rien. Puis gain de perfo en éthanol, certes, mais au niveau fonctionnement moteur, ça change strictement rien. Et donc vraiment n'importe quel pourcent, on a même acheté de l'éthanol E100 pur alcool pour aller le mettre dans la programmation. Donc de 0 à 100% d'alcool, le système va se débrouiller entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention pilote. Si on voulait faire tourner un moteur à carbu à l'éthanol, à l'E85, c'est faisable, tout à fait faisable. Pour remplacer les gicleurs, il va marcher. Le problème qu'il y a, c'est qu'en hiver, chez nous, on va avoir de l'éthanol qui va être à c'est du E55, E60. En été, on va peut-être monter à 70%. Et puis après, vous allez à Arcachon, quand on y a été, en plein été, on avait du vrai E85 avec 85% d'éthanol. Donc vous avez une variation d'éthanol qui change en permanence. Et donc en gros, il faudrait... À cause de la température? Non, c'est simplement la fourniture. C'est-à-dire que comme les voitures... Il n'y a pas de stabilité? Non. Comme les voitures ont justement ces boîtiers additionnels qui ne gèrent pas du tout les stratégies de démarrage et compagnie, pour les aider à démarrer, parce que démarrer l'éthanol c'est plus dur, il y a un point flash, donc point d'allumage qui demande une température plus haute. Donc ça pose des problèmes de démarrage aux voitures qui ne sont pas prévues pour dès le départ. Donc en hiver, ils vont baisser le taux d'éthanol. Dans les régions froides, il va être encore plus bas. Donc le taux d'éthanol va varier, du coup il faudrait mesurer votre taux d'éthanol à chaque fois que vous faites le plein et aller changer vos gicleurs. Donc nous, on a fait un système qui de toute façon va entièrement se débrouiller pour être vraiment flex fuel.
Petit truc sympa, c'est que sur le tableau de bord, tu as un écran et tu vas pouvoir voir le taux d'éthanol en direct live que tu as dans tes réservoirs. Tout à fait. Donc le taux d'éthanol qu'on voit affiché, il est le taux mesuré à l'entrée du moteur, live, qui passe dans le moteur. Et ça, on l'a aussi mis sur l'afficheur pour savoir. Alors bon, Gilles Rosenberger, que vous connaissez, je crois, pose une question concernant l'assurance. Alors c'est même pas une question, c'est une réflexion, mais on sait. Je connais de nombreux aéroclubs qui fonctionnent avec une cuve mobile, mais à ma connaissance, aucun n'a résolu le problème de l'assureur. Alors ça, on sait que c'est pas le sujet de l'émission, mais on sait que le problème du stockage de l'essence qu'on achète à la pompe en ville pour la mettre dans les réservoirs de nos ULM, c'est un problème. Bah, disons, et il n'y a pas que les ULM. Il n'y a pas que les ULM, il y a les avions aussi. Si vous prenez une remorque homologuée avec un certificat tampon des autorités, que c'est un truc autorisé à transporter de l'essence, vous avez droit jusqu'à 330 litres en France pour tracter ça sur la route sans permis spécial transport en matière dangereuse, vous stockez l'essence dans un conteneur homologué. Si vous faites... et là, tu penses que l'assureur... C'est l'assureur du bâtiment qui rentre en compte. Après, je ne suis pas assureur, je ne suis pas avocat là-dedans, mais on est quand même dans un réservoir qui est homologué et prévu pour le transport de carburant. Si vous, comme nous, on fait beaucoup en course, on a des réservoirs, des fûts de 50 ou de 200 litres qui nous sont livrés par les pétroliers dans des camions. Bon, évidemment, lui, il a le badge essence parce qu'il transporte 150 fûts dans la remorque. Ouais. Mais on a des containers qui sont homologués pour le stockage de l'essence, des fûts qui sont fournis par Total, par tous ces gens-là. Et donc vous avez quand même des containers qui sont faits pour. On n'est pas dans du bidon en plastique. Donc là, il y a des solutions. Voilà, donc il y a des solutions. J'ai une question à vous soumettre. Vous jouez sur la durée d'injection, je suppose. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche pareil en injection en carburateur. C'est-à-dire que quand vous allez être au ralenti, vous allez faire rentrer qu'un tout petit peu d'air dans le moteur et donc il faudra qu'un tout petit peu d'essence. Donc vous allez injecter très peu de temps. Ou le gicleur va avoir passé que très peu d'air et donc va aspirer que très peu d'essence. Et après, quand vous allez mettre plein gaz, il y a beaucoup d'essence, beaucoup d'air, donc il faudra beaucoup d'essence. Donc le système va mesurer, va se débrouiller à contrôler tout ça. Et donc en fonction du taux d'éthanol qui va être mesuré par le capteur qui est là, on va régler la quantité à injecter qui va correspondre au taux d'éthanol. Et donc c'est pas juste rajouter du temps, ça va être gérer l'ensemble. On va gérer l'avance à l'allumage et compagnie en fonction du taux d'éthanol. On va tout gérer pour optimiser le fonctionnement à plein de trucs. On voit même un effet, c'est que tout le monde a fait des remises de gaz avec un moteur à carburant, un Rotax. Vos instructeurs vous disent toujours remettez les gaz doucement. Et tout le monde a déjà mis les gaz beaucoup trop fort. Qu'est-ce qui se passe? On entend le moteur qui fait un gros creux, bon, et après il décolle. Parce qu'en fait, le carburateur n'a pas ce qu'on appelle des pompes de reprise qu'on a sur le carburateur de voiture. Et du coup, ça fait un creux, le moteur part pauvre, il manque d'essence, le temps qu'il prenne du régime. Et il met du temps à accélérer, à prendre du régime. Là, avec l'injection, on est tellement bien géré là-dessus que moi, à la limite, il faut que j'aille doucement parce que maintenant, c'est mon pas variable qui ne suit plus. Parce que le moteur, il répond, il a plus aucun trou de pauvreté. On met gaz, quoi. Il y va tout de suite. Donc on a vraiment une gestion qui va éviter toutes ces zones, c'est vrai pour toutes les injections bien programmées, qui vont permettre d'avoir un moteur qui est plus réactif, qui n'aura pas de trou de pauvreté, donc qui ne peut pas rentrer. Quand on va mettre un grand coup de gaz sur un Rotax, on va créer un petit peu du cliquetis pendant quelques dixièmes de seconde, mais à force, notamment sur des moteurs qui font de l'école, ça peut finir par l'abîmer, alors qu'avec l'injection, c'est un problème qui est réglé. Alors, ce système, vous l'avez présenté, donc, je le disais tout à l'heure, à Blois, donc, il y a un mois. C'était au Mondial de l'ULM. Vous avez sans doute eu beaucoup de monde autour de vos ULM. Quelles étaient les questions, quelles étaient les remarques, comment a été reçu parce que pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils le voyaient. Ah bah oui, évidemment. Du coup, alors on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, qui avaient quand même vu la vidéo qu'on avait fait avec Atechue, qui avait quand même un peu dégrossi beaucoup de choses. On avait fait une vidéo technique qu'on avait mise sur notre site qui expliquait un peu ce dont on est en train de parler, même si c'était résumé, puisqu'il fallait tenir dans un format raisonnable et pas embêter tout le monde. Donc voilà, on avait une partie des qui savaient un peu de quoi ils parlaient, parce qu'ils avaient vu ces informations avant, et puis d'autres pas du tout. Donc on a eu beaucoup de questions sur comment est-ce que ça se monte sur les machines, est-ce que c'est disponible sur ma machine, combien ça coûte,
qu'est-ce que ça apporte, un peu tout ce dont on est en train de parler. Et l'éthanol a intéressé beaucoup de monde. Nous, ce qu'il faut bien comprendre, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on a surtout développé ça pour la sécurité avant tout. Et comme on savait faire l'éthanol, on l'a fait en même temps. C'est ce que j'allais te dire. L'éthanol, c'est un plus. Ouais, voilà, Mais donc c'est la sécurité. Parmi les questions, donc tu disais, est-ce qu'on peut le monter sur tous les ULM? Est-ce que ça la pose? Oui, on a fait un énorme travail au niveau des encombrements. Des pièces pour justement passer dans le plus de capot possible. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne change pas le capot. Là, on ne change pas le capot. Ça a été le plus difficile au niveau conception. Il a même fallu faire un peu de compromis au niveau des designs pour vraiment arriver à rester dans l'enveloppe. On reste dans l'enveloppe des carburateurs. À aucun moment, on va dépasser le carburateur. Lui, il vient là. Si on le compare, donc on est dans l'enveloppe des carburateurs. On ne dépasse pas le plan qui équivaut au démarreur derrière. Donc on va se monter, pas sur toutes les machines, mais sur une part énorme du parc. Alors, à Blois, il y avait aussi les constructeurs du LM. Ils sont venus voir votre système? Tout à fait. J'imagine, normalement, ils devraient disons être intéressés. On est sur un intérêt certain de la part des différents constructeurs. Évidemment, on vous propose un système qui est plus safe que les autres, qui peut permettre aux clients de faire des économies, d'avoir un meilleur bilan carbone. Pour certains aéroclubs qui peuvent être embêtés d'avoir des avions qui sont quasi neutres en carbone, ça peut être aujourd'hui le truc qui peut les sauver. Enfin, il y a beaucoup d'arguments, donc oui, on a eu beaucoup d'intérêt. Est-ce que certains seraient prêts à le proposer dans leur catalogue en disant... on est en discussion à ce niveau-là. Ça pourrait. Voilà, tout à fait, sachant qu'aujourd'hui, comme on l'a expliqué dès le départ, nous on est sur une démarche sécuritaire. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper nous-mêmes du montage. Donc c'est vous qui et l'installation complète. Vous vendez pas le kit On ne vend pas de kit au détail. D'accord. Donc sur des constructeurs, ça peut passer par évidemment une formation et voilà, c'est pas la même chose. Combien de temps de montage Alors sur une simple redondante comme ça, on est à peu près à 40 heures de main d'œuvre sur un avion pour tout intégrer avec l'avionique et tout ça. Et sur une double redondante, on est un peu plus de 60 heures. Alors 60 heures, donc là nos followers sont en train de calculer, on va les aider. Ça revient à combien un équipement comme ça? Alors aujourd'hui, une simple redondante, montée, installée, testée, validée, parce que pareil, on va passer du temps en vol, on va tout valider, toutes les fonctions de A à Z, et il y en a un paquet. Donc en plus du montage, il y a tout ce temps-là. Aujourd'hui, on a 17 000 € hors taxe, une simple montée, et on est à 22 sur une double. Sachant qu'aujourd'hui, dans les mêmes conditions, si on mettait une Edge, on est à peu près à 15 500. Donc on n'est pas beaucoup plus élevé. Par contre, attention, on fait vraiment une prestation complète. Et on veut aussi insister sur le fait que, comme on est dans cette démarche, on fait les choses comme il faut, on n'équipera jamais une machine où le moteur est en fin de potentiel, ou une machine dont on voit où l'entretien n'a pas été suffisant, on voit des points noirs sur la machine. C'est aussi pour ça qu'on veut absolument monter le truc de notre côté. On peut offrir toutes les solutions du monde. On est ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Mais du moment qu'on voit une norme sur la sécurité, on ne le fera pas. Donc prix hors taxe, oui, c'est bien des prix hors taxe, on rajoute 20%, c'est ça? On rajoute 20% pour là où la TVA est applicable. D'accord, ok. Après, ça dépend des pays. Donc c'est Alors, pour ça que les clubs, les OBL, tout ça, la TVA n'est pas applicable. Donc on donne le prix hors taxe et chacun voit son cas. D'accord. Tu disais donc 17 et 22 000, c'est ça? 22. Et amortissable, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça vaut le coup de le répéter. Donc si on considère donc les prix du 1er janvier 2024, il y a un moment, il faut bien en choisir un, le prix, tout évolue. Au 1er janvier 2024, à 80 centimes l'éthanol au litre, prix moyen français, 2,10 pour le samplon 98 et 3,20 pour l'avgas. Sur les 2000 heures moteur, on gagnait 40 000 € en volant à l'éthanol, en comptant la surconsommation. Et par rapport à l'avgas, on gagnait 80 000 €. Voilà. Après, on peut toujours dire oui, mais si, mais voilà, il y a un moment, il faut poser une base. Donc sur une base de 20 litres à l'éthanol et 17 litres à l'heure en samplon 98 ou en avgas, on arrive sur ces chiffres-là, sur ces prix-là qui étaient au 1er janvier. Je sais que les prix évoluent, mais en même temps, l'éthanol n'étant pas lié tant que ça à la filière pétrolière, on va avoir un prix qui est beaucoup plus stable, de la géopolitique et toutes ces choses-là. Donc dans le temps, il y a peu de chances que l'écart se réduise. La durée de vie d'un moteur Rotax, c'est 2000 heures? 2000 heures. Vous, votre système? Pour l'instant, on a dit 500 heures sur les pompes à essence. Toutes les 100 heures dans la maintenance, il y a changé les filtres, comme tout
tout système d'injection. Il y a des choses basiques. Et puis après, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que l'idéal, c'est de vous passer JB qui s'occupe réellement de la maintenance. C'est une très très bonne question, Gilles. Alors un moteur Rotax, il a un potentiel calendaire et horaire, défini par Rotax, qui est aujourd'hui pour les derniers moteurs, c'est 15 ans ou 2000 heures au premier des deux termes échus. Mais à 2000 heures, le moteur, c'est pas forcément poubelle. Aujourd'hui, sur une machine qui va faire beaucoup d'heures, un club, c'est recommandé de repartir sur un moteur neuf. Il aura les dernières générations, dernières Evo, etc., etc. Parce que le moteur, mine de rien, évolue avec les années. Mais un particulier qui arrive en fin de potentiel, il peut, s'il le souhaite, overhauler son moteur. Ça se fait très bien. Overhauler, ça veut dire? Overhauler, c'est une révision générale du moteur. Donc il est mis en pièces détachées, il y a toute la métrologie qui est faite, on change les pièces qui doivent être changées. Il y a le heavy maintenance pour ça chez Rotax. Il y a des professionnels qui font ça en France, notamment Avirex qui est l'importateur et d'autres, centres agréés pour faire ça, et le moteur repart. Donc ça coûte moins cher qu'un neuf, c'est vertueux, bien sûr. Nous, là-dessus, comment ça va se passer? Ok, mon moteur il est fini, mon injection Unicorn, elle n'est pas morte. Mes pièces d'usure sur cette injection, qu'est-ce que c'est? Sur la simple, on a une pompe à essence haute pression et on a 4 injecteurs. Concrètement, ce sont les seules pièces d'usure sur l'injection. Aujourd'hui, on a une préconisation, on change un peu en amont parce qu'il nous faut du retour d'expérience sur les pompes. Aujourd'hui, les pompes, elles sont capables de les faire les 2000 heures. C'est le principe de précaution qu'on applique en amont. Pour les emmener plus loin, comme tous les constructeurs ont fait. Au début, un Rotax, c'était 800 heures. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est 2000. Donc voilà, les injecteurs, on a le Rex, etc. là-dessus. Donc finalement, tu n'as rien. Ton système, tu as changé 4 injecteurs, une pompe. C'est reparti. Donc ton investissement, il n'est pas mort. Voilà, ça veut dire que tu peux changer le moteur et remettre le même équipement. Hop, tu as ton moteur neuf qui arrive, tu enlèves tes carburateurs, tu mets ton injection neuve. Alors la question va arriver, je la vois venir. Qu'est-ce qu'on fait de la garantie Rotax? Depuis qu'on installe de l'aftermarket, les constructeurs aujourd'hui qui nous font confiance, c'est Bristol. Aujourd'hui, Bristol, par l'intermédiaire d'Emmanuel Laurent, qui en est l'importateur Aérotrophy, nous a fait confiance depuis longtemps pour Edge Performance et aussi pour Unicorn. Donc ça, on le propose au catalogue pour le XL8. Voilà. Aujourd'hui, on travaille et on discute avec d'autres constructeurs pour ça. Il va falloir un peu de temps, il faut prouver aussi nos compétences. Bien sûr. Et puis la fiabilité. Bien entendu, qui sont intrinsèquement liées. Donc voilà, aujourd'hui, tu vas pouvoir remettre donc, ton injection Unicorn sur ton moteur neuf de ta machine. Nous, on va, entre guillemets, prendre en charge la garantie du moteur Rotax. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un poussoir hydraulique qui décède, je ne vois pas en quoi l'injection a un lien là-dessus. Donc nous, on va traiter directement pour notre client la demande de garantie vers Rotax. Et si on a fait une connerie et qu'on a pété le moteur, on va assumer notre connerie. Voilà. On l'a toujours fait. Voilà. Mais aujourd'hui, on est quand même sûr un peu de notre coup, quoi. On n'est pas des kamikazes. Benoît, il a des enfants, j'ai une fille, on a des femmes. On n'est pas suicidaire. Vous ne montez pas ça uniquement sur des moteurs neufs? Non, pas forcément. Alors, comme l'a très bien dit Benoît, on fait quand même une inspection de la machine. Il faut que la machine elle soit en bon état avant de mettre ce système-là. Aujourd'hui, même si tu as encore 500 heures de potentiel, tu as déjà 1500 heures de vol, il te reste 500 heures. Tu dis, allez, je suis dans le calendaire, on est bon. Pas de problème. Si on prend les compressions du moteur, on fait une inspection générale de la machine. Si à notre sens, elle est en bon état d'entretien, il n'y a pas de problème pour l'installer. Tu vas faire tes 500 heures jusqu'à 2000. Overhaul du moteur ou moteur neuf, l'injection, ton investissement, il n'est pas perdu. On va l'enlever même en main d'œuvre si tu veux pour changer ton moteur. Ça ne sera rien du tout, c'est nada quoi. Donc moi j'ai un ULM et je veux installer une injection, mais je ne veux pas celle-là, je veux Edge. Tu me l'installes quand même? Aujourd'hui, si tu veux, l'injection elle ne s'appelle pas Aerolite. C'est un nouveau produit, c'est Unicorn. Okay, même si je suis un des fondateurs de Unicorn, aujourd'hui si tu veux une LAD, si tu veux une Sodemo, si tu veux une Edge, parce que tu n'as pas les moyens de te payer une Unicorn ou que tu n'aimes pas Unicorn pour X ou Y raison, je t'installe une Edge, je t'installe une Sodemo, je t'installe une LAD. Aerolite, c'est un atelier, c'est l'installateur principal du produit, c'est un nouveau produit dans le catalogue Aerolite, même si j'en suis un des fondateurs. Alors c'est un ensemble de plusieurs pièces que vous avez, qui composent ce système. Oui.
Elles sont fabriquées où toutes ces pièces? On l'a vu un petit peu, donc il y a du carbone, il y a de l'impression 3D. Tu veux tout savoir, Gilles? Bah non, mais on va pas rentrer dans le détail, mais je sais que si je te pose cette question, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Oui. et que je sais que vous avez été très attentif à ça, aux sources et puis donc aux fournisseurs. Alors pour faire simple, on a essayé de faire au maximum possible en France et en Europe. Au maximum. Mais ce n'était pas toujours possible. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le plénum carbone qui est ici, les prix que j'ai eu en France, on a un facteur de 100 avec les États-Unis pour le prix du moule. En France, c'est 100 fois plus cher. Ceux qui m'ont fait des prix, ils m'ont donné des délais complètement incommensurables de 8 mois, 1 an et des prix 100 fois plus élevés que ce qu'on me proposait aux États-Unis, donc pas en Chine ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a des solutions où on prend le plus possible en Europe et il y a des choses où on est obligé de sortir de l'Europe parce que commercialement et techniquement, il n'y a personne qui peut nous faire ce qu'on a besoin en Europe. Parce que là donc, il faut créer le moule. Et alors, puis, pour ensuite... une pièce en carbone comme ça, vous avez, donc ça c'est du carbone autoclave, hein. On ne fait pas du carbone impression, c'est vraiment de l'autoclave, donc c'est la plus haute technologie pour faire les pièces les plus costauds, les plus légères possibles. Donc ça demande à faire un moule qui est usiné, taillé dans la masse, avec plein de petits conduits percés dedans pour aspirer l'air et mettre le truc sous vide. Il faut usiner un moule dans de l'aluminium ou de l'acier qui va reprendre la forme. Il y a une poche qui est gonflable qui va venir presser à l'intérieur pour avoir l'épaisseur contrôlée et tout ça. Et ça, c'est rien que la production de ça, ça coûte déjà très cher. Il faut faire toute une étude et tout ça. Et aujourd'hui, les prix qu'on nous a proposés en France et en Europe étaient juste impensables. Mais impensable, avec des délais qui étaient clairement, à vous dire, on n'a pas envie de vous le faire. Aujourd'hui, on a ça qui est fabriqué en partie aux US, on a ça qui est fabriqué, on a eu pas mal de pièces qui ont été faites pour le développement en Chine pour des questions de coût. Ça donc c'est de l'impression 3D, ça. Alors ça, c'est de l'impression 3D. Donc par rapport à l'usinage, ce qu'il y a, c'est que ça fait zéro déchet parce qu'il n'y a pas de truc. Et aujourd'hui, à usiner ça, il y a des pièces, c'est juste pas possible. Ça ne peut pas s'usiner physiquement. Ça non plus, c'est pas usinable. Vous imaginez le bloc qu'il faudrait couper pour arriver à faire ça, en emmenant la fraise tout au fond. Donc voilà, on est sur des technologies qui vont chercher donc, le design le plus light possible. Et ça, c'est le fait que tu dis on va chercher des technologies le plus light possible, c'est le transfert de l'automobile vers l'avion. C'est du transfert de la compétition automobile parce que ils n'appliquent pas ça en grande série pour plein de raisons. Compétition automobile. Compétition automobile où on fait fabriquer beaucoup de pièces proto tout le temps. On est quasiment que sur du prototype. Et donc en transvasant ces compétences-là, ça nous permet de dessiner des pièces où on va dans le dessin plutôt que, pour faire un peu une partie geek, plutôt que de penser en usinage où on va enlever de la matière, là, on va travailler en réflexion, en construction. Et donc vous prenez cette pièce-là, si aujourd'hui vous la faites usiner en Chine, c'est 1 000 $. Cette pièce-là, usinée, bloc masse. Aujourd'hui, moi je la fais imprimer 3D en Europe, je la paye à peu près 200 $. Donc on est sur une différence de prix, tout en étant plus solide et plus léger. Donc ça a tout du sens, ça ne fait pas de déchets d'usinage, ça fait pas de... Voilà, tout est vertueux, tout marche bien parce qu'on est passé sur ces nouvelles technologies qui nous permettent des choses qui n'étaient pas possibles. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'impression 3D, ça a pris un tel essor qu'il y a même une boîte aux US qui a imprimé en 3D entièrement une fusée qui a 8 tonnes d'emport sur l'orbite basse, qui a volé, qui a atteint l'orbite, alors que le corps est entièrement imprimé 3D en alu. Donc on est sur des technologies qui ont tellement mûri qu'aujourd'hui c'est vraiment applicable, quoi. D'accord. Et donc ça veut dire aussi que vous êtes obligé de commander un certain nombre de pièces. Vous ne pouvez pas les commander à l'unité. Oui, quand on les fait à l'unité en développement, ça a coûté très cher. Ouais. Ça, on ne va pas s'en cacher. Le développement, comme tout développement, coûte beaucoup de sous. Les pièces unitaires coûtent très cher. On est sur des pièces proto qui sont sur un coût énorme pour une seule pièce par rapport à ce que c'est. Mais après, on est en train de passer sur la série. Là. On est en train de torturer la version au banc, là, la version carbone. Donc oui, maintenant on fait des commandes de beaucoup plus gros volume, donc les coûts baissent. On reste quand même sur de la petite série, donc on a des coûts qui sont très élevés par rapport au prix de revient de Rotax d'une pipe d'admission, même si vous la vendez pas loin de 1 000 €, le petit bout d'aluminium en fonderie qui doit leur coûter 20 centimes. Mais nous on a des coûts qui sont encore élevés. Alors, je disais tout à l'heure, à Blois, vous avez annoncé votre objectif d'une 50aine d'installations sur un an.
vous pensez pouvoir le tenir Alors aujourd'hui, on a pas mal de précommandes, on a beaucoup d'intérêt, de gens qui nous demandent des dates de montage. Donc on a des rendez-vous à partir de novembre. On a pris le temps de valider notre stock, tout notre approvisionnement pour pouvoir le faire comme il faut. Encore une fois, on fait les choses complètement où on ne fait pas. Donc on attaque le montage client à partir de novembre et là on en a une dizaine qui sont alignés au niveau de l'atelier. Donc a priori ça a l'air dans les clous. D'accord. J'ai vu une petite question qui est intéressante. Vas-y. Si je peux me permettre Ah bah. de répondre. Oh, vas-y. Oui, donc c'est Franck Mi, c'est ça? Oui, la question c'est, vous faites que de l'ULM ou c'est envisageable en CNRA par exemple? Alors CNRA c'est la construction amateur. Construction hein. amateur. Alors aujourd'hui, Y a-t-il eu des contacts avec la DESAC donc, sur ce sujet? Donc la DESAC, c'est elle qui donne son... Via la FFE. Oui, alors aujourd'hui, d'accord. on a centralisé ULM pour l'instant, c'est le gros de notre activité. Aujourd'hui, on a déjà de la demande pour... alors on a un Piper Cub J3 qui veut être équipé sur un Lycoming. Donc là, on est dans un avion... Ouais, là, on est sur un CDN. Hein. Carrément, Voilà. là, c'est même plus CNRA, c'est CDN. Ouais, on a un Bulldog qui est un avion collection et on a un Zlin et on a 4 du coup et on a un Biloui qui est un Fox Papa donc un CNRA. Donc ils nous ont demandé et donc là on est sur du Lycoming. On n'est plus sur de Rotax. Ça veut dire qu'il faut refaire tout ouais, pièces. bah, Non, C'est en cours. ouais, c'est en cours. Là, bah, regarde, t'as un Lycoming qui est caché là-bas dessous, il faut qu'on assemble le banc, qu'on le mette dessus pour démarrer tout ça. Donc là, oui, on sort du Rotax. Là. Oui, bah fallait commencer par... voilà, fallait embrayer, on a embrayé avec Rotax. Vous pensiez déjà que c'était possible d'aller vers les Lycoming Continental? Ouais, on y va. Ah oui. Ouais, on y va. Mais alors ça veut dire que si tu y vas, ça veut dire que vous êtes obligé de faire certifier votre système? Alors c'est pour ça que la question est pertinente dans le sens où aujourd'hui, on va aller sur l'expérimental, certifié entre guillemets, donc le CNRA. Pour commencer, il faut commencer toujours. Il faut torturer aussi le Lycoming au banc avec le système et équiper les premières machines pour faire des heures. Donc oui, c'est dans notre timeline. C'est quelque chose que l'on va faire. Ce n'est pas notre priorité du moment. Là, on fait voler du Rotax. Si c'est un CNRA avec du Rotax, bah, je veux dire, c'est prêt. Après, c'est une question de réglementation. Ça faut avoir avec la DGAC. Nous, vraiment, on avait mis un petit doigt dans le certifié. On l'a vite enlevé. Oui. C'est pas notre métier. Gilles. Franchement, nous, on fait de l'ULM. Il y en a bien assez à faire. C'est ce qui nous passionne. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de la partie certifiée. Nous, s'ils ont besoin de nous pour ça, on sera là pour les aider. Donc oui, non, nous, le certifié, c'est pas notre domaine, mais on n'est pas étanche. Alors, pour finir, Rotax, vous avez des contacts avec eux? Alors bon, le système, c'est quand même, surtout peut-être avec les avionneurs qu'il faut avoir des contacts, mais Rotax a quand même, peut-être se remet en question et peut peut-être trouver Je peux répondre à ta question, parce que la moindre des choses, c'est quand tu vas présenter un produit sur un moteur Rotax dont tu n'en es pas le constructeur, c'est quand même de prévenir le constructeur, à minima, c'est les choses qui se font. Donc j'ai appelé Fabien d'Avirex, et je lui ai dit, bah voilà Fabien, tu sais que je fais du Edge, tu sais que je fais du Sodemo, du LAD, machin, bah là on présente à Blois notre produit Unicorn, et donc il est au courant, je dis voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus, on va faire du FlexFuel, du bioéthanol. Sa réponse est, Rotax ils sont nulle part sur le bioéthanol, il n'y a même pas une once de on en a parlé ou quoi, et puis faites vos trucs quoi. Voilà, c'est ce qu'il m'a répondu. Je pense que c'est ce qu'ils ont répondu à vos prédécesseurs. Alors, je pense pas que Edge ait fait la démarche auprès de Rotax. Enfin, pas en France, peut-être parce que Edge, il est quand même distributeur Rotax et centre officiel Rotax en Norvège. Et puis il passe du 915 et du 916 et du machin. Donc je connais pas du tout ses relations avec Rotax. Et pour LAD et Sodemo, je sais pas, je peux pas me prononcer non plus. Pendant qu'on est là-devant, je voulais juste mettre un mot parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de l'injection. Nous, on fait aussi de la recherche et du développement pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou pas l'envie de mettre une injection. Donc aussi sur la partie carbu, même si on est limité, on essaye de chercher des solutions, performance, fiabilité pour aider un peu ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller là-dessus ou pas l'envie, pour toutes les raisons que l'on respectera. Donc voilà, on fait aussi du développement sur des systèmes annexes. Voilà, système gros équilibrage pour avoir des moteurs plus onctueux à bas régime. Et on travaille aussi un peu pour essayer de chercher un peu de perfo. Là, on a 2-3 protos là, qu'on est en train de faire aussi en parallèle pour chercher un peu de perfo encore avec les carbus. Puisque tu sais qu'on a le droit à 109 chevaux sur la nouvelle réglementation ULM française, hein, là, sur la 525 kg. Donc ça fait des chevaux dispo et donc on essaye de aller chercher ces chevaux parce que le moteur il est capable de le faire.
Techniquement, on sait faire. Et donc aussi pour des budgets et des gens qui n'aimeraient pas forcément aller sur une injection rester en carbu, on bosse sur des projets. D'accord. Alors moi ce que je voulais ajouter donc en plus de ça, moi je vous propose de se rapprocher un peu du VL3. Donc alors celui-là, comme on disait, il est noir parce que c'est une base IS sur laquelle on a enlevé l'injection Rotax pour mettre la nôtre. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. C'est-à-dire que tout à l'heure il y avait une question qui était sur la redondance électrique. Je voulais quand même y répondre parce que c'est un truc qui est vachement important. On a donc sur le IS, et ce qu'on a fait aussi sur le XC8, donc on a un générateur double, donc une double redondance au niveau électricité, gestion, et en plus, comme le Rotax n'a pas de kit pour batterie lithium pour le IS, en partant des fournisseurs que j'ai pour le sport automobile, notamment des gens qui font toute l'électronique pour McLaren depuis 40 ans, donc ils ne sont pas trop mauvais. On a des régulateurs qui permettent de passer le IS en lithium. Donc, ce qui fait que sur le montage, malgré que ce soit une double redondante, plus le batterie lithium et l'intégration complète par rapport au Rotax, on a gagné 9,5 kg sur le montage du IS global, sur l'ensemble. Donc on a été travailler le poids. Donc là on disait tout à l'heure au niveau de l'allumage, là on a donc des bobines complètement autres qui sont liées aux différents ECU et tout ça. Donc on a gardé le double allumage, même si on a des sources d'allumage différentes. On a une batterie lithium, on a 2 condensateurs parce qu'on a 2 régulateurs. On a des choses qui ont été travaillées au niveau redondance, vraiment à tous les niveaux. Donc je rebondissais là-dessus parce qu'on n'avait pas répondu à la question du monsieur tout à l'heure au niveau de l'électricité. Donc là, on a une génération qui est complètement indépendante. Et sur celle-là qui est en double, je pourrais vous le montrer si on pouvait le démarrer et s'entendre encore. Si on tire le jus, la pompe ou n'importe quoi, ça bascule d'une ligne à l'autre, jamais sans aucun arrêt moteur. On peut tirer les 2 générateurs, l'avion reste pas noir. Si vous tirez les 2 générateurs sur un Rotax IS, le moteur s'arrête. Il faut passer manuellement sur un switch en batterie et redémarrer en l'air. Donc en montée initiale, pas bon. Là, ça se fait tout seul et tout a été, encore une fois, réfléchi dans ce sens-là. C'est-à-dire le truc, au bout d'un moment, on a eu une fois le cas au banc, on a eu une magnéto où le bouton s'est mis en contact direct, on n'arrivait plus à éteindre le moteur. C'est embêtant. C'était embêtant. Mais on a plus ce problème-là que de l'arrêt moteur. On a vraiment, encore une fois, c'est vraiment chercher la sécurité, le poids, on a vraiment été tripoté partout. Et on espère que les gens vont se rendre compte de ce qu'on propose réellement. C'est pas qu'on va mettre de l'injection et de l'éthanol parce que c'est pas cher. Oui, ce qu'on retient, c'est la sécurité, la redondance. Avant tout. Et donc, un grand progrès dans le sens de l'amélioration de la sécurité des vols. Eh bien, on va remercier Benoît et Jean-Baptiste, et vous allez pouvoir remettre les capots. Merci à tous les deux. On aura l'occasion de se reparler parce que vous avez d'autres projets qui sont plus que des projets, qui sont bien avancés. On les voit un peu derrière. On les devine là-bas. Et salut à tous et merci le chat. Encore une fois, vous nous avez beaucoup aidé, vous nous avez donné un bon coup de main en posant les bonnes questions. Donc salut à tous et puis rendez-vous donc la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça sera une émission très différente puisqu'on va accueillir sur notre plateau Gaël le magicien. Alors Gaël va faire apparaître, alors pas sur le plateau de Jumpseat, mais il va faire apparaître un Alpha Jet grandeur nature de la patrouille de France. Il va faire la tournée des Zéniths en France pour faire ça. Donc j'en ai parlé avec les seuls qui l'ont vu pour l'instant, ce sont les pilotes de la patrouille de France dans un hangar à Salon de Provence. Et les pilotes de la patrouille de France étaient bluffés par ce numéro. Donc c'est un numéro qui dure 2 heures, c'est un spectacle. À Lyon, il sera à l'espace 3000. À Paris, ça sera donc mi-novembre. Mais on en reparlera donc mardi, mais ça vaudra le coup. Peut-être qu'on se retrouvera le 11 janvier à Lyon pour applaudir Gaël. Ouais. Allez, salut à tous. Merci à tout le monde. Merci.